Donc, bienvenue à toutes et toutes pour cette séance du mois de décembre des lundis numériques de l'INHA. Aujourd'hui, donc, on vous propose une séance autour du projet Commons porté par Open Edition, Metop et Humanum. Et donc, pour en parler, nous accueillons Nicolas Larousse, qui est ingénieur de recherche et responsable du pôle coordination nationale et internationale des communautés au sein d'Humanum. Et nous rejoindra Sandra Guigonis, directrice adjointe d'Open Edition et responsable du secteur éditorial. Donc, pendant la présentation, vous pouvez poser des questions en continu sur le chat, donc n'hésitez pas à le faire et nous les retransmettrons à nos intervenants à la fin de leur présentation. Eh bien, merci. Donc, je vais entamer la partie que Sandra aurait dû faire, mais je pense qu'elle va nous rejoindre dans peu de temps. Alors, donc, on va vous parler aujourd'hui de Commons. Alors, Commons, c'est un projet, mais c'est aussi un équipex. Donc, techniquement, du point de vue de l'ANR, c'est un équipex. Donc, c'est pour ça que vous voyez que sur la première diapositive, vous avez effectivement la mention du fait que ça fait partie du programme France 2030, dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc, ce projet, en fait, il est intéressant pour nous dans la mesure où c'est une des premières fois, en fait, où on va vraiment travailler ensemble avec Open Edition et Metop. Donc, Humanum, c'est l'infrastructure pour les données, essentiellement, et Open Edition et Metop sont du côté des publications. Et donc, dans ce cadre, en fait, le but principal de ce projet, c'est de créer le lien données-publication. C'est quelque chose qu'on va détailler dans la présentation. Et aussi, donc, finalement, de faire des liens entre nos utilisateurs. Quand vous utilisez une plateforme d'open edition, vous pourrez utiliser celle du menu et inversement. Donc, voilà en gros ce que fait ce projet. En pratique, c'est un projet qui dure 8 ans, donc qui est financé à hauteur de... Alors, il y a plusieurs façons de le voir, mais en gros aux alentours de 10 millions. Et donc, c'est partagé entre ces trois infrastructures qui sont Open Edition, Metop et Humanum. Il y a une phase de construction qui dure 5 ans, c'est classique dans un équipex. Pendant 5 ans, vous le construisez et pendant 3 ans, vous le mettez en pratique et vous pérennisez en fait les objets que vous avez développés dans le cadre du projet lui-même pendant les 5 premières années de la phase de construction. Alors, comme l'a dit Juliette, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre, on a du temps. Et en plus, il faut laisser à Sandra le temps d'arriver. Voilà, donc on va vous expliquer comment nous on procède dans ce projet. C'est un projet qui est donc sur le long terme. Il faut qu'on fasse communiquer nos équipes. Nos utilisateurs, ce ne sont pas exactement les mêmes utilisateurs. Les utilisateurs d'Humanum sont plutôt des projets de recherche qui veulent utiliser toutes les ressources que Humanum met à disposition pour le traitement des données à toutes les étapes du cycle de vie de la recherche. Et Open Edition, il s'agit plutôt parfois d'éditeurs, donc un public que nous on connaît moins, mais il s'agit parfois aussi des mêmes personnes, puisque il y a des personnes qui gèrent des revues Open Edition qui sont aussi des clients entre guillemets d'Humanum. Et Metop, au milieu de tout ça, en fait, participe à la mise en forme des données. Et vous verrez que si Metop a un rôle important dans ce qu'on appelle des publications complexes, c'est-à-dire qu'on se dit qu'une fois que le lien données-publication sera bien établi et solide, on pourra penser à faire de nouvelles publications qu'on ne pouvait pas faire tellement facilement auparavant. Voilà. Alors, je vais commencer la partie de Sandra maintenant, après cette introduction. Alors, comme je vous l'ai dit, vous voyez le nom, Consortium of Mutualized Means for Open Data Service for SSH. Donc, on a quand même 5 établissements, c'est un gros projet, qui sont engagés dans la construction de l'équipement, pardon. Le CNRS, puisque nos 3 infrastructures dépendent du CNRS, Aix-Marseille, puisque Humanum et Open Edition ont comme tutelle Aix-Marseille, et le HESS Avignon, ce sont aussi des tutelles de
d'Open Edition, et l'Université de Caen, c'est une tutelle de METOP. Donc un projet bien distribué entre Caen, Paris pour Urbanum, Lyon aussi pour Urbanum, et Marseille. Donc voilà, on arrive à fonctionner, on fait des réunions au milieu de tout ça, parfois à Lyon, parfois à d'autres endroits. Ce qui est intéressant dans ce genre d'équipex, c'est que les tutelles s'engagent à pérenniser certains postes. Donc, des établissements que je viens de citer se sont engagés à pérenniser certains postes au-delà de la phase de construction. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nos trois infrastructures. Et évidemment, les tutelles soutiennent complètement le projet lui-même pendant ces 8 années dans lesquelles il va se développer. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet? Je vous ai dit qu'on allait travailler ensemble à établir du lien données-publication. Vous verrez que c'est pas si facile que ça à faire et c'est pas surtout ça représente. Il y a beaucoup de facettes sur le lien données-publication. Mais ce qu'on va construire, vu des utilisateurs, c'est ce qu'on appelle un environnement numérique unifié. C'est en fait ce que j'ai déjà exposé, c'est la possibilité de pouvoir travailler avec les outils de Meetup, d'Humanum et d'Open Edition. Alors en anglais, c'est un terme très à la mode, de manière seamless, sans couture. En français, ça marche pas très bien. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que vous passez d'un environnement à l'autre et surtout, on va faire en sorte que ce soit le plus facile possible pour des éditeurs d'open edition de lier des données qui seraient dans l'Humanum et inversement pour des gens qui seraient dans l'environnement Humanum en train de déposer des données, de les lier à des publications. Donc voilà cette idée et d'utiliser évidemment les outils de méthode qui permettent de faire des mises en forme qui sont intégrées complètement dans le corpus. Alors, évidemment, c'est un projet qui respecte les principes de la science ouverte dans le domaine des sciences humaines et sociales. On est déjà pas mal impliqué les trois infrastructures dans le domaine de la science ouverte. Et évidemment, on s'appuie sur les principes FAIR. Ça, c'est pas un scoop, je pense. C'est que on met en œuvre les principes FAIR et on est en train, au niveau des trois infrastructures, et d'ailleurs avec d'autres infrastructures qui sont impliquées dans d'autres équipex, donc un équipex qui s'appelle Gaia Data, qui est en sciences de la Terre, enfin en sciences du climat en général, et l'autre équipex Alliance qui est celui du CCSD autour de l'entrepôt Halle. On est en train de travailler ensemble en fait pour faire ce qu'on appelle une évaluation de notre, alors je vais dire un mot affreux en français, féritude ou férité, ou c'est suivant les cas. Et en fait basé sur ce qu'on appelle les Fair Implementation Profile, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une sorte d'audit pour voir en fait, Sandra est bien arrivée, et de faire un audit en fait de ce qu'on est capable de faire au niveau des principes faits. Je vais te laisser la parole maintenant, Sandra. Je suis donc à ta partie, en fait. D'accord, mais pour présenter Commons en général, tu as fait ça très bien, j'en suis sûre, ça nous concerne tous. D'accord. Donc, désolé pour le retard et les petits problèmes logistiques. Donc, je pense que Nicolas a présenté un petit peu de manière générale où on en était par rapport au projet Commons. Et là, on va plus spécifiquement s'intéresser à ce qu'on appelle l'élément 3 de Commons, qui s'intéresse à la partie liaison des données et des publications, avec un sous-titre sur lequel on insiste, qui consiste à traiter des données, des médias, des documents et des dispositifs pour relier cet ensemble. Donc l'axe, oui, Sandra, j'ai pas décrit en détail les éléments, mais c'est quelque chose que l'on fera à la fin pour, d'accord, et sachant que, évidemment, dans un projet comme celui-là, on a découpé en plusieurs morceaux le travail qui sera fait dans cette équipex. Et l'élément 3, donc, dont vient de parler Sandra, c'est celui en fait qui s'occupe vraiment du lien données-publication et surtout de son utilisation. Et donc, voilà, c'est ce que Sandra va. Et on vous parlera des éléments 1, 2,
et 4 un petit peu plus tard, quand en fait, ça sera plus le moment. Très bien. Donc, cet élément-là, on a prévu d'y travailler en 3 phases. Donc, il y a 3 parties différentes qui ne sont pas forcément chronologiques puisqu'on va faire des allers-retours de l'un à l'autre au fur et à mesure des avancées du projet. Donc, la première phase consiste à citer et à lier. Donc là, il s'agit vraiment des mécanismes et des modalités de citation réciproque entre des données et des publications et des données, quelle que soit la nature de ces données. La deuxième étape, c'est la partie s'intéresse à la représentation. Donc, on imagine une progressivité avec d'abord ce qu'on appelle une représentation à plat, sans interaction, qui permet d'avoir une première visualisation des données, des médias qui sont représentés. Et puis, on envisage bien sûr à terme d'avoir une représentation dynamique. Alors, pour donner un exemple rapide, si on expose des données tabulaires dans un article de revue, on souhaite sans doute pouvoir manipuler ces données, ou en tout cas, si le dispositif d'hébergement des données tabulaires le permet, c'est intéressant d'offrir au lecteur de l'article la possibilité de manipuler directement les données tabulaires depuis la consultation de l'article sous une forme ou sous une autre. Et puis, sur cette base-là, on s'intéresse à la manière de construire ce qu'on appelle des use cases, des cas d'usage. Donc, il s'agit de proposer progressivement, d'abord d'écrire ces cas d'usage pour pouvoir proposer progressivement des prototypes d'objets éditoriaux complexes. Alors, complexes, ça peut aller de choses qui semblent pas forcément très complexes. J'ai évoqué le cas des données tabulaires, mais ça peut aller jusqu'à des formes qui n'existent pas encore. On pense, notamment aux data papers avec une vraie liaison réciproque des données et des publications, ou encore, comment on va traiter, l'édition savante. Et l'idée, c'est de dégager des modèles, effectivement, alors c'est écrit, hein, des modèles stabilisés de publication. Ça veut dire comment on va structurer les données, quels sont les jeux de métadonnées qui vont être associés, et quels sont les workflows qu'il va falloir couvrir pour arriver, voilà, de l'état où on est aujourd'hui vers ces objets qu'on arrivera à traiter à terme, grâce au travail que nous allons faire au sein de Commons, mais aussi avec des partenaires. Donc, slide suivante, puisque ce n'est pas moi qui ai la main. Je vais développer davantage sur ce qui concerne le point de vue, ce qu'on observe depuis les plateformes d'Open Edition, puisque un premier travail qu'on a engagé, c'est de faire un état des lieux des pratiques et des usages. Et ça nous intéressait, avant de commencer à élargir, de partir de ce qui existait déjà sur nos plateformes. Donc, on commence avec le corpus qu'on appelle le corpus d'Open Edition pour donner une idée de la volumétrie. C'est que sur les 4, l'équipement va vraiment concerner les 4 plateformes d'Open Edition. Ça représente aujourd'hui plus de 1 200 000 documents. Là, je dis vraiment, c'est les chiffres du jour. Donc, on est quasiment à 1,3 million de documents, dont effectivement l'immense majorité sont disponibles en accès ouvert. Donc, j'ai rappelé très rapidement les données qui concernent chacune des plateformes. Notamment, on a 624 revues en ligne. Ça représente ce qu'on appelle des unités éditoriales, c'est-à-dire des documents de la classe texte qui sont bien à l'intérieur de numéros de revues ou de rubriques. Ce sont donc 350 000 unités éditoriales. 98% des contenus sont à accès ouvert. Et si on s'intéresse aux livres, on a 250 000 unités éditoriales. Sur la plateforme Hypothèse, on a 640 000 billets. Et sur la plateforme Calenda, on a 54 238 événements scientifiques. C'est les chiffres tout récents. Ceci pour dire qu'on a une masse de documents qui est importante. En particulier pour les plateformes de revues et de livres, ce sont des documents qui sont disponibles en XML TEI. On fait de l'édition structurée. Donc, ce sont des corpus qui sont exploitables, et je veux bien que tu passes à la slide suivante.
Les données, c'était celles de l'année dernière. On attendra le 31 décembre prochain pour les actualiser. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que les formats de publication pour toutes nos plateformes, c'est bien du HTML et que pour les plateformes de revues et de livres, on propose effectivement du XML TUI pour l'intégralité des contenus, du texte, des articles. Et bien sûr, tout cela est enrichi de métadonnées. On va passer maintenant peut-être à la slide suivante. Donc, sur cette base-là, nous, avant même de démarrer sur le travail dans Commons, on observait des pratiques, on travaille étroitement avec nos communautés d'utilisateurs, on a des demandes qui nous sont faites. Et puis, ce qu'on observe ou la manière dont on a pu y répondre jusque-là, c'est effectivement en disant avec les outils tels qu'ils sont, voilà ce qu'on peut faire. Donc, ce sont des pratiques ad hoc. Il y a la manière dont nous, on va pouvoir recommander des pratiques et puis comme on fonctionne sur un modèle d'appropriation, il y a le fait que les utilisateurs eux-mêmes se saisissent de ces outils, ils ont des besoins et donc ils vont faire comme ils peuvent pour arriver à traiter les objets qu'ils ont à manipuler avec les outils dont ils disposent. Donc ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, c'est pas très satisfaisant. Enfin, c'est satisfaisant jusqu'à un certain point. Il faut pas non plus qu'on se flagelle, on fait des choses qui sont intéressantes, mais insuffisamment. Donc notamment dès qu'on aborde les questions de représentation visuelle de données au format image, pardon, on a des données et elles sont traitées au format image, on va parler de schéma, on va parler de cartographie, on va parler de graphes et à l'intérieur de dans la manière dont ça se présente sur les plateformes, c'est une image, éventuellement avec des métadonnées secondaires associées, mais ça paraît peu suffisant. Les contenus multimédia, d'une manière générale, sont peu structurés. Il y a ça pose aussi des problèmes en termes d'accessibilité. Donc on sait depuis longtemps qu'on va devoir travailler pour améliorer ne serait-ce que les dispositifs de visualisation. Et puis par ailleurs, dans les demandes qui remontaient de nos communautés, la plupart portaient sur une restitution, disons sur la visualisation, mais pas forcément en termes de comment on pourrait manipuler les données en les visualisant, mais plutôt en termes, on va dire, de forme. La forme est intéressante, je ne vais pas dire le contraire. Je fais partie des personnes qui y sont sensibles, mais effectivement, c'était plutôt comment on pourrait avoir quelque chose en ligne qui ressemblerait à ce qu'on a fait sur l'imprimé, qui soit aussi beau que l'effort de composition qu'on a apporté au traitement de notre édition imprimée. Et donc, on a observé jusqu'à présent peu d'alignement avec des référentiels, peu de structuration, quelques tentatives de pratiques d'intégration de données, notamment il y a effectivement depuis 2015-2016 une demande assez forte qui nous est faite autour des data papers, sans que nécessairement ça se traduise par une grande production de data papers sur nos plateformes. Donc la slide suivante. Là, je donne quelques exemples. Ce sont des exemples dont pour certains, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans d'autres événements. Mais effectivement, je prends le cas d'une revue, la revue Skénégraphique, qui est une revue d'études théâtrales. Je n'entre pas dans la manière dont on traite le texte de pièces de théâtre en termes textuels, mais ici, je montre plutôt le cas d'un cahier photographique. Donc, dans la revue imprimée, c'est un cahier photographique central avec une vraie belle impression dans laquelle le primat a été donné à l'image, c'est-à-dire que c'est un cahier qui n'est pas paginé. Quand on consulte le cahier lui-même, eh bien, on a une succession de pages avec des photographies. Et ensuite, en fin de cahier, on a la liste des crédits. Et pour la restitution en ligne, donc c'est là sur la slide suivante, j'ai fait une capture d'écran. Voilà, ben, on a un traitement à plat, c'est-à-dire qu'on l'a traité à l'intérieur d'un document texte. On a mis à la suite les uns des autres, à la suite les unes des autres, les différentes photographies. Ce sont souvent des photographies de spectacle. On a ajouté les métadonnées des images et la visualisation, bien, elle est rendue en l'état avec le visualisateur par défaut
qui est proposé sur Open Edition. Donc on voit qu'il y a un écart entre ce qu'on peut rendre, ce qui a été prévu dans une édition, on va dire, qui est de l'ordre, dans ce cas-là, de l'édition d'art, et puis de l'autre côté, ce qu'on peut traiter correctement sur la plateforme de revue. On va passer à un autre exemple. Donc là, cet exemple est un peu plus poussé. On va dire, c'est une image. C'est sur un site de la plateforme de livres. C'est les éditions donc, du Comité des travaux historiques et scientifiques. Ici, c'est très intéressant sur cet article, c'est qu'il y a plusieurs représentations de cartes, de plans de cadastre. Donc, à l'édition imprimée et donc pour la mise en ligne, on a bien une représentation au format image. Là, c'est une carte géomorphologique, mais on voit dans la légende qu'il y a un lien qui est proposé vers la plateforme Navigae. Donc, si on regarde la slide suivante, j'ai fait une capture, mais le mieux, ce sera d'aller consulter directement l'article et puis Navigae. Donc là, on voit qu'il y a des pratiques qui deviennent plus intéressantes, puisque si la carte est proposée à plat dans l'édition, sur le site Open Edition, en revanche, le lien permet bien de consulter les données issues de travaux de géographie sur une plateforme dédiée. L'étape suivante, pour être encore plus satisfaisant, serait de pouvoir consulter peut-être directement depuis le site sur Open Edition ces données qui sont présentes dans Navigae, et puis d'avoir des liaisons de métadonnées d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire de pouvoir quelque part augmenter la lecture en ligne directement depuis la plateforme Open Edition Books. Encore un autre exemple que j'ai eu l'occasion de présenter, on l'a tous présenté régulièrement, mais effectivement, en archéologie, on a observé des pratiques qui émergent petit à petit. Donc là, c'est l'exemple d'archéologie médiévale. Et sur la slide suivante, donc, je montre comment ces notices archéologiques, qui sont des objets vraiment propres à la discipline, sont correctement traités parce qu'on a travaillé avec ces revues d'archéologie qui se sont dotées, qui ont réfléchi et qui se sont dotées d'outils dédiés. Donc, il y a des métadonnées qui leur sont propres, y compris pour les personnes responsables. Ici, on a par exemple le directeur des opérations. Et puis surtout, la revue s'est dotée, pas que cette revue d'ailleurs, mais un ensemble de revues se sont dotées d'un référentiel disciplinaire qui sont les Pactols et qui ont été intégrés sur notre plateforme, qui sont mobilisables pour les publications d'archéologie. Donc, c'est un référentiel, c'est un thésaurus, il est fermé et il est multilingue. Ce qui veut dire que quand on affiche donc une notice, on a bien l'ensemble du référentiel qui est mobilisé et qui sera, voilà, on pourra naviguer dans les 6 langues dans lesquelles il est disponible. Donc ça, c'est déjà une pratique beaucoup plus évoluée. Puis je reviens, puisqu'on a parlé des data papers, c'est que c'est vraiment la revue de Cybergéo qui s'en est le plus fortement saisie. Donc, ils proposent des data papers depuis maintenant 2017. Ils ont une rubrique dédiée dans leur revue. Et là, on a fait un travail assez d'analyse qui a pu aller un petit peu plus loin parce qu'il y a plusieurs data papers existants sur Cybergéo. Donc là, on a carrément, si tu montres la slide suivante, Nicolas, on a une structuration de la mise en œuvre pour cette revue. Donc là, je prends un exemple avec cet article. Donc, il y a bien quand on observe le data paper sur cette revue, on voit qu'il y a bien un lien depuis l'article vers le Dataverse Cybergéo. Et puis, dans l'entrepôt correspondant du jeu de données, l'article est cité. Donc là, on a même en l'état une citation réciproque de l'article vers l'entrepôt de données et de l'entrepôt de données vers l'article. Ensuite, si on observe la structure de l'article,
Là, c'est cet exemple, mais on observe quand même qu'il y a des informations récurrentes. Ce sont des pratiques qui se structurent au niveau de la manière de traiter un data paper. Et puis les données elles-mêmes, la manière dont le jeu de données est décrit dans ce data paper, il est présenté dans la section matériel supplémentaire de cet article et avec des paragraphes qui permettent de renvoyer vers Dataverse et qui rappellent quelles sont les mentions de licence pour utiliser les données. Alors, où on en est? Ça, c'est un peu des pratiques qu'on a constatées, qu'on a commencé à étudier et qui nous ont aidés en plus à élaborer le projet Commons tel qu'il existe aujourd'hui. Pardon. Dans le travail qu'on a entrepris au sein de cet élément, on a décidé d'élaborer des cas d'usage. Donc, pour commencer, slide suivante, on est parti encore une fois de qu'est-ce qui existait sur nos plateformes et donc d'un état des lieux, des liaisons entre Open Edition et Nakala. En partant d'une extraction dans les bases de données d'Open Edition de toutes les mentions qui sont faites à Nakala. On a d'autres extractions, mais là, c'est vraiment l'extraction qui nous a été la plus utile et qu'on a le plus exploitée. Donc là, c'est la feuille qui concerne les revues, mais on a une feuille comme ça qui concerne la plateforme de livres, on a une feuille qui concerne la plateforme hypothèse, on a par partie, par exemple pour Open Edition, on a lorsque c'est cité à l'intérieur du corps de l'article, lorsque c'est en document annexe, lorsque c'est dans les notes, pour aussi faire le tour des pratiques. Et puis ce tableau, on l'a analysé donc pour voir quels étaient le nombre d'occurrences, quel était le type de données qui se trouvait dans Nakala, quel était le format des données, pour essayer de voir s'il y avait des besoins qui émergeaient davantage ou des usages plus grands de Nakala pour nos publications, suivant la nature et le format des données. Donc là, sur cette base-là, qu'on a exploitée assez largement, on est allé regarder comment ça se présentait sur les liens concernés. On a essayé de voir quelles étaient les pratiques les plus abouties. Et puis, on a travaillé aussi à élaborer une grille qui permet de travailler de manière assez systématique les cas d'usage. Donc, à gauche, il y a la trame de ces cas d'usage, ce sur quoi nous sommes convenus qu'il fallait porter notre attention. Quand je dis nous, c'est vraiment les 3 infrastructures, hein, les collègues de Humanum et de Metop. Et puis à droite, il y a un premier exemple donc d'utilisation de cette grille. Donc là, c'est un cas avec des données qui sont présentées dans Nakala. C'est un cas d'utilisation de données tabulaires pour la revue Histoire et Mesure. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis, cette grille, on a voulu la tester dans plusieurs situations possibles. Dans le cas suivant, je vais traiter un petit peu plus en détail parce qu'on y reviendra. Donc, sur la revue source, on a voulu observer si ça s'appliquait aussi à des revues ou à des publications qui n'étaient pas forcément présentes, par exemple, sur Open Edition. Donc là, c'est un peu triché parce que la revue source, elle est hébergée chez Edinum, enfin, chapitre 9, mais c'est une revue qui est en cours d'accession sur Open Edition Journals. Mais voilà comment ça se présente pour eux aujourd'hui. Donc là, on a l'exemple d'un article qui présente un portail web de cartographie interactive des recensements égyptiens sur 2 siècles. Et sur les slides suivantes, donc là, vous allez voir comment se présente de manière concrète la manière de renseigner pour nous les cas d'usage. Donc, on répercute bien entendu les URL disponibles, les champs disciplinaires couverts. Ensuite, on va s'intéresser aux données. Donc, on décrit voilà, le type de données. Ici, ce sont donc des données tabulaires. Quelles sont les variables qui sont disponibles, d'où elles sont issues. On observe s'il y a des métadonnées associées, puis on observe sous quel format ces données sont disponibles. On relève tout ça.
Ensuite, on s'intéresse à la publication. Donc là, il s'agit d'un article de revue en ligne. Les formats, c'est du HTML avec un facsimilé PDF. Bon, bien entendu, c'est structuré en XML TEI en utilisant les outils Metop. Et puis ensuite, on s'intéresse aux modalités de liaison, enfin aux modalités de présentation des données et des publications. Donc ici, il y a la partie qui relève des modalités de liaison. Au début de l'article, on a un cartouche qui décrit les données. On a des liens qui sont proposés. Puis ensuite, on a des modalités de visualisation avec des visualiseurs qui sont listés. Et les modalités d'usage, donc, c'est une revue qui est diffusée en accès ouvert, accès libre et gratuit. Donc, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur cette revue en fin de présentation. Mais pour terminer cette petite partie, voilà, je voulais juste faire un point sur quelles sont les perspectives. Alors, d'une manière générale, notre méthode pour avancer dans la construction de cet élément et de la liaison données-publication, ça va être ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, on va partir d'exemples. On va qualifier les besoins, on va aussi les quantifier, c'est-à-dire il faut qu'on arrive à comprendre si ce sont des besoins disciplinaires, si ce sont des besoins transdisciplinaires qui peuvent être mobilisés plus largement, mais aussi les quantifier pour savoir voilà, comment on va prioriser le travail. On va décrire les cas d'usage, comme je viens de vous le montrer. Et puis, on va identifier quels standards il va falloir mobiliser, quel workflow il va falloir mettre en œuvre, essayer de les formaliser, de les stabiliser, tout ça pour pouvoir élaborer des prototypes. Et bien sûr, tout ça ne pourra avancer que si on s'appuie sur une dimension partenariale, pas seulement celle des partenaires qui sont réunis dans Commons, mais plus largement travailler avec les communautés qui nous sollicitent et qui déjà travaillent en fait de leur côté à élaborer de nouveaux dispositifs où sont les mieux placés de toute façon pour décrire les besoins qu'ils ont. Donc, quelle perspective pour le traitement des images? Je pense qu'on y reviendra plutôt en fin de discussion, puisque là, on est en train de présenter voilà, lors d'un séminaire de l'INHA et qu'on a bien l'intention de travailler ensemble, notamment autour du framework 3IF et du projet Pervisum. Mais je vais laisser maintenant la parole à Nicolas sur la partie liaison de données du point de vue du Manum. C'est pas uniquement le point de vue du Manum, mais en tous les cas, c'est le point de vue plus infrastructure à un niveau plus bas. C'est-à-dire que là, vous avez vu que Sandra vous a présenté un peu notre tour le premier petit tour des pratiques hein, qui sont existantes aujourd'hui. On a noté que les data papers, il y avait beaucoup de demandes, mais peu de réalisations aujourd'hui en sciences humaines et sociales. J'ai noté aussi que dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines, c'est un petit peu pareil, mais on voit quand même que c'est en train d'arriver petit à petit. Et donc, il y a certaines grandes infrastructures qui aujourd'hui permettent de générer quasi automatiquement des data papers. Voilà. Donc, nous, on s'intéresse vraiment à savoir dans Commons, qu'est-ce que le projet est long, il dure 8 ans. Donc, dans 8 ans, qu'est-ce qu'on fera avec le lien données-publication? C'est des choses qu'on essaye de projeter. Et vous avez vu comment Sandra a commencé à regarder ce qu'on faisait déjà. Évidemment, il faudra nous projeter. Et alors, comment aujourd'hui est-ce qu'on lit des données et des publications? Alors, Sandra vous a présenté un lien entre Nakala, donc qui est l'entrepôt de données du Manum, et Open Edition. Alors, il y a des liens avec Hypothèse, avec les revues, etc. Et pour les trouver, ben, aujourd'hui, en fait, c'est un peu quelque chose de manuel. On recherche par exemple le nom Nakala ou les identifiants de Nakala, mais vous pouvez rechercher le nom par exemple et trouver que comme ça il y a un lien vers la donnée qui est dans Nakala. Alors est-ce que c'est très fiable? Dans notre cas, assez bien, quoique Nakala, si vous ne savez pas, vous pouvez chercher sur Google, c'est aussi
une série télévisée gambienne, assez, assez marrante d'ailleurs. Mais du coup, s'il y avait un article dans Hypothèse ou dans une revue de Open Edition qui traitait de cette série télévisée, il pourrait y avoir ce qu'on appelle des faux positifs, hein, c'est-à-dire qu'on trouverait un lien qui n'existerait pas vraiment. Alors, donc, aujourd'hui, il y a, enfin, pour être capable de faire du lien entre une donnée et une publication, il y a vraiment le simple fait de mettre un lien vers la donnée par une citation textuelle, hein, dans une publication. Alors ça, c'est déjà un premier pas. C'est pas, Ce ne sont pas des pratiques très communes en sciences humaines et sociales, quoique les sciences sociales ont déjà, eux, un peu plus de pratiques à ce niveau-là. Mais effectivement, si vous regardez dans certaines autres disciplines, comme, je ne sais pas, la physique nucléaire ou des choses comme ça, non seulement ils citent le jeu de données, mais ils citent en plus l'infrastructure qui a permis de le créer. Donc, ils font quelque chose de beaucoup plus structuré et qu'on peut retrouver facilement dans une publication. Là, aujourd'hui, j'avais fait une étude dans le cadre d'un projet européen. Trouver une citation dans une publication, ben, il faut chercher. Elles peuvent être n'importe où. Elles peuvent être en note de bas de page, elles peuvent être absolument n'importe où. Alors, on va essayer dans Commons de faire mieux que ça. Donc, on va essayer de les matérialiser par des métadonnées sur nos différentes infrastructures. Et vous verrez que Meta, par exemple, veut utiliser ces métadonnées pour pouvoir produire de nouveaux objets éditoriaux. Et évidemment, une fois qu'on va faire ça de manière un peu plus solide et mise à jour et vérifiée, on va évidemment, c'est à ce moment-là facile de pouvoir diffuser ces informations par des outils standardisés. Je vais en citer un ou deux, hein. Et donc, ça permet déjà de montrer qu'il y a du lien entre la donnée et la publication et que donc les données sont réutilisées, par exemple, à d'autres endroits, et inversement, que des publications sont liées à des données, à plusieurs types de données ou plusieurs fois le même jeu de données, etc. Donc, ça permet d'avoir une sorte de graphe de visualisation du lien entre ces données et des publications, mais aussi, et c'est non négligeable en ce qui nous concerne tous, hein, au niveau infrastructure, de prouver que ce qu'on fait, c'est utile. C'est-à-dire que si une donnée est utilisée plusieurs fois par différentes publications, ben, Humanium sera très content. Et inversement, si une publication est liée à nos données plusieurs fois, Open Edition sera très content. Donc, ouais, il y a quand même des aspects aussi un petit peu qui sont quantitatifs et qui sont politiques dans le lien entre données et publications. Même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, on n'est pas évalué sur ce sujet, mais quand même, le ministère me demande chaque année combien de publications, enfin, du côté du Manu, combien de publications étaient possibles grâce à Emmanuel, rendues possibles grâce à Emmanuel. Et ce n'est pas du tout évident à tracer. Alors, j'ai pris un exemple, hein, alors, c'est le titre. Le titre, c'est en linguistique. Alors pourquoi? J'avoue, j'ai un canton suisse. C'est pas le canton suisse qui était intéressant dans cet article, hein, c'est plutôt l'apparition du mot j'avoue, de la façon de la locution j'avoue dans la langue française. Manifestement, il y a eu une petite période de tendance où on l'utilisait très fréquemment. Et alors cet article, il a une particularité, c'est qu'il cite bien leur base de données. Alors j'ai agrandi l'endroit où effectivement ils citent les données qu'ils utilisent, hein. Et donc c'est ce corpus, il y a plusieurs corpus, hein, qui ont été utilisés pour compter le nombre de fois où j'avoue arrive. Et donc c'est à peu près bien identifié. Cependant, si on c'est pas identifié de manière, comment dire, très normalisé. Vous voyez, il y a des URL, il y a un titre, mais ce n'est pas une citation normalisée. On peut faire des citations normalisées, mais après, il faut que nous, on soit capable de les retrouver à l'intérieur d'une donnée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces choses-là? Ben, on peut... Ah, tiens, j'ai oublié de mettre une slide. Et ben, tant pis, c'est pas grave, je vais la... Ou alors peut-être qu'elle a été cachée, je ne sais pas. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette citation? Pas grand-chose, puisqu'il y a beaucoup de possibilités de se tromper, mais Google Scholar, par exemple, essaye de faire du lien, il repère ce genre de choses, et dans Google Data Search, par exemple, quand vous trouvez une donnée, elle peut se retrouver liée à des articles dans Google Scholar,
Mais évidemment, comme je l'ai dit, c'est un peu du bricolage, entre guillemets. C'est que c'est pas complètement sûr. Et même Google arrive à se tromper sur ces sujets-là. On a quelques exemples. Alors, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est plutôt essayer de faire quelque chose au niveau des infrastructures, avec des métadonnées identifiées et bien renseignées, en utilisant, si possible, des standards. Et donc, on a déjà fait un premier essai dans le cadre d'un projet européen entre Nakala et HAL SHS. Hein. Donc, c'était une preuve de concept qu'on a réalisée dans ce cadre de ce projet. Et on s'est rendu compte que ça pose un certain nombre de questions de lier des données des publications. Alors, il est prévu qu'on mette en production ce lien. Peut-être qu'on le fera un peu différemment de ce qu'on avait fait dans le cadre du projet européen. Mais c'est un des buts de HAL aussi, hein, dans le cadre de l'équipe Ex-Alliance, de lier des données des publications, par exemple avec Recherche Data Move, avec Nakala et avec des entrepôts disciplinaires. Donc on s'est rendu compte que déjà, on a les publications et les données n'utilisent pas forcément les mêmes structurations de description. Donc il faut qu'on trouve des endroits où dire, tiens, dans HAL, où est-ce qu'on met le lien vers la donnée? Et comment on l'exprime en fait? Donc, et inversement, dans Nakala, comment est-ce qu'on fait le lien vers la publication qui est dans HAL? Alors ça conduit à des discussions entre nos deux infrastructures. Hein. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si dans HAL, vous faites un lien vers une donnée de Nakala, il faut informer Nakala pour qu'il puisse faire le lien qui soit bidirectionnel. Alors ça, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça. Il faut tout un protocole qui n'existe pas vraiment encore. Donc on a utilisé des outils qui permettent de communiquer entre les infrastructures qu'il a fallu implémenter. Et ensuite, vous vous doutez bien que ça pose des questions. S'il y a une nouvelle version de la donnée dans Nakala, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est face à des choix. Est-ce qu'on met toujours le lien vers la dernière version? Ce qui est le cas aujourd'hui dans Nakala, par exemple. Vous avez toujours le lien vers la dernière version de la donnée. Ou à ce moment-là, est-ce qu'il faut prévoir de mettre le lien vers la version qui a été utilisée dans l'article? Et pareil pour HAL, du coup. Exactement, dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui se passe si dans HAL, il y a une nouvelle version? Est-ce qu'on met le lien vers plutôt la première, qui était originale, ou pas? Et ensuite, on se peut se poser des questions. Il est possible de supprimer une publication ou une donnée dans Nakala, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans Nakala, si vous supprimez une donnée, elle existe toujours sous forme d'une pierre tombale. Hein, une pierre tombale dans Nakala, ça veut dire qu'en fait, l'identifiant vous renvoie vers une sorte de description expliquant que la donnée a été un jour dans Nakala, qu'elle a été supprimée, et avec quelques explications, si le travail est bien fait par le déposant, expliquer pourquoi ça a été supprimé. Et vous voyez que ce n'est pas si simple que ça de pouvoir mettre des informations bidirectionnelles entre simplement deux entrepôts qui se connaissent bien, parce que depuis longtemps avec elle, donc, on sait comment on fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir l'article qu'on a fait sur ce sujet. Alors, comment ça se présente concrètement à l'intérieur de nos infrastructures? Eh ben, en fait, alors c'est peut-être pas très lisible là, mais on avait prévu en fait que ça, dans la page de votre article de HAL, il y a un lien vers la donnée. D'accord? Et inversement, dans Nakala, vous avez une métadonnée qui est utilisée et qu'on matérialise par le fait qu'il y a un lien vers une donnée de HAL. Alors, avec toutes les difficultés que j'ai déjà énoncées de mise à jour et de cohérence entre nos deux infrastructures. Alors, ça renvoie aussi à ce qu'on veut faire dans Commons, ça qui a été, dont j'ai parlé au début de Commons, mais qui a été aussi très clairement indiqué par Sandra, c'est qu'on veut aussi que ce soit facile pour les utilisateurs. Quand vous êtes dans HAL, il ne faut pas mettre la donnée, enfin, on n'a pas envie que la personne soit obligée d'aller chercher le lien à la main et de le mettre à la main. Donc, on veut que ce soit beaucoup plus souple, donc seamless, on l'a dit tout à l'heure. Et inversement, dans Nakala, on veut pouvoir accéder assez facilement à l'article. Donc ça, c'est quelque chose dans Commons qu'on essaye de matérialiser par le fait qu'il y aura des liens entre les infrastructures et que ça sera simple à utiliser. Et qu'il y aura d'ailleurs même un observatoire, on a même prévu un observatoire de l'utilisation pour l'améliorer tout au long du développement de l'équipe Ex-Commons. Alors ensuite, et ça rejoint ce que vous a montré Sandra, c'est que finalement, si le lien est bien explicité dans
les métadonnées respectives. Là, j'ai pris l'exemple de la page de Anne. Ben, avec un peu de chance, il est possible de visualiser la donnée à l'intérieur de la publication. Alors, de la chance, il ne faut pas que, justement, on voudrait transformer cette chance en quelque chose qui soit bien indiqué. Donc, on mettra des métadonnées spécifiques pour indiquer dans la publication que l'on peut ou pas afficher avec des visualiseurs. J'en parlerai tout à l'heure à la partie plus méthode. Et là, vous voyez, par exemple, ben, c'est une image. Il y a 70%, 80% d'images dans Nakela. C'est le contenu de Nakela, c'est plutôt ça. Et on a utilisé le visualiseur 3IF qui est fourni avec Nakela pour pouvoir le regarder. Donc ça, c'est un premier pas. Évidemment, c'est encore très rustique et très modeste, mais c'est quand même quelque chose déjà qui est possible à faire aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a défini ces métadonnées, ben, il y a un moyen de les publier. Alors, quel est l'intérêt de publier ce fait qu'il y a un lien entre les données et les publications? Ben, vous allez voir que ça permet après d'être présent à l'intérieur de moteurs de recherche. Il n'y a pas que Google, il y en a d'autres aussi, il y a OpenAI, il y en a pas mal d'autres. Et donc, de aussi après fabriquer des graphes entre finalement des articles qui, s'ils ont utilisé le même jeu de données, ben, finalement traitent peut-être de la même chose ou pas. Mais voilà, ça permet après à les chercheurs d'avoir des informations, des projets de recherche, des informations supplémentaires sur ces données ou ces publications. Alors, il y a un standard qui existe, hein, qui a été fait par essentiellement les acteurs qui sont autour de ce qu'on appelle le DOI, hein, qui est très utilisé par Open Edition. Open Edition utilise des DOI de publication. L'Humanum utilise des DOI pour les données. Ce sont pas tout à fait les mêmes, ce pas les mêmes organismes, mais le mécanisme est à peu près le même. Et donc, il y a un standard très simple qui s'appelle Scolix, hein, qui permet de décrire ces lignes. Alors, il faut qu'on le mette en œuvre. Et pour le mettre en œuvre, eh bien, il faudra qu'on sache quel type de métadonnées on veut mettre dedans. Et une fois que vous savez quel type de métadonnées, sous quelle forme, quel standard vous allez utiliser pour mettre en forme cette information. Alors, il y a quelques informations qui sont données par Scolix, hein, le groupe, mais il y a aussi des choses qui sont évidemment spécifiques à nos infrastructures. Et une fois que vous avez publié vos données en Scolix, c'est possible que, par exemple, hein, l'outil qu'ils ont développé autour de Scolix, qui s'appelle Scol Explorer, hein, qui est fait par Crossref, DataSite, ce sont ceux qui font les DOI de publication et les DOI de données, et OpenAir, qui vous permet de récupérer de l'information sur ce lien entre données et publication. Et OpenAir fabrique un graphe à partir de toutes ces données, et donc vous pouvez après ensuite explorer ce graphe entre les données, les publications et les autres métadonnées. Et donc ça permet d'être visible, hein, et puis comme je vous l'ai dit, d'être visible, c'est plutôt bien pour les infrastructures, parce que ça permet de prouver que, ma foi, on existe et qu'on est utile. Alors dans Commons, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là voilà un exemple, hein, de ce qu'on peut trouver dans l'outil de recherche et de diffusion de Scol Explorer, mais il y en a d'autres, hein, qui utilisent ce genre de standard. Alors, nous, ce qu'on va faire dans Commons, on va essayer de combiner toutes ces approches, hein. Une approche textuelle, parce qu'il y a quand même encore besoin d'avoir à l'intérieur d'un ouvrage, d'un chapitre ou d'un article des liens textuels, mais vous avez vu qu'on essayera de les améliorer pour qu'on puisse éventuellement voir le lien donné, la donnée dans la publication, pardon. On va aussi utiliser ces métadonnées à l'intérieur de nos infrastructures qui vont nous permettre de prévoir des choses supplémentaires, dont je vais parler un petit peu après, mais aussi surtout de fabriquer le lien données publication. Et vous avez vu qu'il faut qu'on travaille entre nos infrastructures pour qu'à chaque fois, ce lien soit cohérent et mis à jour régulièrement. J'ai parlé des versions, mais il y a plein de petits cas aussi qui peuvent faire qu'en sorte, en somme, il faut mettre à jour et se coordonner entre nous. Et puis ensuite, on publiera tout ça et évidemment, on aura un lien entre... Alors pour l'instant, il y a beaucoup plus de liens. Enfin, Sandra, tu me contredis si ce n'est pas le cas entre Hypothèse et Nakala que peut-être entre Book. Mais évidemment, on va utiliser les mêmes dispositifs pour pouvoir mettre à jour ces métadonnées et pour pouvoir en fait ensuite les montrer à l'intérieur de n'importe quel type de publication faite par Open Edition.
J'interviens parce que normalement la présentation dure 1 heure, mais comme là on a commencé en retard, Oui, on c'est presque poursuit. terminé. Voilà. C'est presque Et, terminé. mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein. Voilà. Alors là, j'ai la tâche difficile de remplacer Dominique Roux, qui était remplaçable, mais je vais donc vous présenter en fait un peu du point de vue de Metop comment eux ils voient ce lien données-publication dans un contexte d'édition structurée qui est leur spécialité. Alors évidemment, ils ont une vision d'éditeur, hein. Ils ont déjà fait quelques cas pratiques hein, dans des revues, qui sont listées ici, hein. Donc il y a Source, Galia, Source que tu as montré en partie, sauf erreur, Sandra, Galia, alors, bref, je ne me souviens plus ce que c'est, et le journal de taxonomie, donc, où ils font du lien entre des données et des publications. Alors, ça peut être des données tabulaires, mais ça peut être des choses un peu plus complexes. Alors, ce qui les intéresse, c'est non seulement d'avoir des métadonnées qui disent, OK, il y a un lien entre la donnée et la publication, mais ils veulent plus. Ils veulent plus dans la mesure où ils font en plus des liaisons qualifiées, ça veut dire que quel est le type de lien entre la donnée et la publication, mais aussi des informations complémentaires sur la donnée pour pouvoir la montrer, pour pouvoir éventuellement même la manipuler dans un futur peut-être un peu plus lointain, où on peut imaginer manipuler un tableau à l'intérieur d'une publication, alors que le tableau est stocké sur l'infrastructure du web. Et donc, l'idée, c'est d'avoir toutes ces informations qui remontent et qui sont rassemblées dans la TUI qui s'appelle la TUI Commons, et donc qui sera utilisée, Sandra, dans très peu de temps par Open Edition dans le cadre de la sortie de Modèle 2, et donc d'avoir des informations complémentaires sur tous ces liens pour pouvoir ensuite les utiliser et même éventuellement permettre, vous voyez, dans un cas un peu plus extrême, de faire des requêtes vers les entrepôts, c'est-à-dire que Nakala, par exemple, il y a une API, et ben, on pourra très bien utiliser l'API Nakala pour, depuis une publication, aller modifier des informations qui sont dans Nakala et inversement. Donc voilà cette approche avec vous voyez, une vision très très différente d'une infrastructure qui met des métadonnées pour matérialiser un lien entre ces deux plateformes. Là, c'est quelque chose d'un peu plus sophistiqué d'une certaine manière et plus orienté vers le produit fini qui est la publication. Alors, évidemment, pour faire ça, il faut un certain nombre de prérequis, hein. Il faut des données qui sont catalographiques, hein. Donc, il y a par exemple, les droits associés. Bon, bah, évidemment, on ne peut pas montrer tout et n'importe quoi dans une publication. Parfois, il faut utiliser des, les droits associés pour pouvoir les visualiser en partie ou totalement. Ça dépend des cas. Et évidemment, des données techniques. Alors, c'est là qu'on va beaucoup travailler dans Commons. Ça a déjà commencé le travail avec Method qui demande, par exemple, qu'on lui donne plus d'informations sur les fichiers qui sont dans Nakala pour qu'il puisse le traiter de manière automatisée. Alors, avec 3IF, par exemple, mais avec aussi d'autres types de données. Et par exemple, Method n'aime pas le visualiseur. Il considère que ce n'est pas suffisant pour ce qu'ils font, le visualiseur de tableau dans Nakala. Donc, c'est une première visualisation, mais ce n'est pas suffisant pour ce qu'ils veulent faire. Ils veulent aller plus loin. Donc, il faut qu'on puisse leur donner des informations plus complémentaires sur les tableaux qui sont stockés dans Nakala. Donc, on est en train de travailler à ce genre de choses. Et donc, ensuite, le but de Metop, hein, c'est dans la TUI Commons, il y a plein d'endroits où on peut mettre de manière structurée donc, ces informations qu'ils récupèrent. Et vous voyez que ça fait un flux édité et structuré. Donc, on travaille sur ce qui existe, hein. Il y a des standards et des normes, mais aussi des choses qu'il va falloir inventer au fur et à mesure et qui vont se développer, à mon avis, dans les années qui viennent. Alors, voilà un exemple hein, d'une donnée donc, qui est dans Nakala à gauche. Vous avez la page d'accueil, landing page, comme on dit, de la donnée dans Nakala, et qui est utilisée après dans une publication avec des visualisations. Donc, qui sont. Alors, les visualisateurs, ils peuvent être intégrés dans Nakala, ils peuvent être très spécifiques ou génériques comme 3IF pour les images. Ils peuvent être autonomes aussi, ça peut être des choses qui sont complètement autonomes. Mais alors, évidemment, pour que ça marche, il faudra qu'on prenne soin que tous ces visualisateurs soient pérennes et fonctionnent sur la durée. Alors, pour 3IF, c'est un grand standard, on n'a pas trop de crainte.
Mais il y a des visualiseurs aujourd'hui 3D, par exemple, qui sont, ça c'est l'idée, c'est l'idée de pouvoir montrer de la 3D dans une publication, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse tous, hein. Et là, aujourd'hui, il n'y a pas de standardisation de visualiseurs. Donc, c'est des choses qui vont, je pense, évoluer. Mais effectivement, c'est aussi le travail de Commons de pouvoir identifier ces informations. Et les formats 3D, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a une foultitude. Et donc, il faut pouvoir avoir le bon visualiseur ou avoir, si possible, un visualiseur générique pour le futur. Donc voilà la vision, vous voyez, de la métadonnée pour faire des choses qui sont très très concrètes, matérialiser des liens, jusqu'à des métadonnées qui permettent de faire un produit fini. Voilà, donc voici un exemple où vous avez ici un tableau qui est visualisé à l'intérieur de la publication et les métadonnées permettent d'enrichir par ailleurs la publication avec ici une création automatique de table des matières, des figures qui sont montrées, qui sont toutes visualisables et montrées alors qu'elles ne sont pas du tout dans la publication, et après la création d'index et de choses comme ça. Donc en gros, des publications enrichies, hein, et comme on l'a signalé tous les deux, Alexandre, on ne sait pas vraiment dans 5, 10 ans ce que sera la publication et comment les projets ou les clients, entre guillemets, hein, de notre équipe X pourront les enrichir. Voilà, alors on a vu que la première partie de notre projet, ça a été de regarder ce qui se faisait, d'imaginer aussi, et ça c'est notre fameux élément 3, d'imaginer peut-être des usages futurs. Et donc, on part, nous, du produit fini, on se dit, ben voilà, le rêve, ça serait d'avoir ça. Par exemple, hein, un visualiseur 3D dans un article de bonne édition. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse dans Commons pour que ça marche? Alors, par exemple, on se pose des questions. Quelles métadonnées sont nécessaires? Alors ça, c'est plutôt l'élément 3 qui va répondre, par exemple avec Metup, hein, qui fait partie de l'élément 3, en disant, ah ben moi, j'ai besoin de savoir ça pour pouvoir afficher, pour pouvoir manipuler cette donnée. Alors, ensuite, on peut se poser la question, quels standards doivent être utilisés? Et ça, c'est notre élément 2 dans Commons, répertorier tous les standards. Alors, vous voyez que les standards, il y en a des standards à tous les niveaux, des standards de publication, mais aussi des standards très très concrets comme Scholix ou des standards de description d'auteur, hein. On est en train de travailler ensemble pour voir si on aurait la possibilité d'avoir une base auteur qui soit commune. Et ben, c'est pas si simple. Ça, c'est assez clair. Et donc, et après, une fois qu'on a une base d'auteur commune, comment on l'exprime dans un même standard de façon à pouvoir l'utiliser dans les différentes infrastructures. Ensuite, comment est-ce qu'on met ces métadonnées dans les infrastructures, dans les plateformes? Et bien ça, c'est l'élément 1 qui va développer des connecteurs entre nos différentes plateformes. Par exemple, un connecteur entre OpenEdition Book et Nakala, qui n'existe pas aujourd'hui et qui permettra, depuis OpenEdition Book, de lier une donnée dans Nakala ou même de déposer une donnée dans Nakala et de la lier. Et ensuite, il y a une grande partie dans Commons qui est l'élément 4 qui concerne la formation des utilisateurs. Et ça, c'est une partie très très importante pour Commons, avec ce fameux observatoire qui permet de voir comment les gens utilisent ce qu'on va fabriquer. Et donc, il y aura des interactions avec tous les éléments pour faire des retours réguliers sur l'utilisation de ce qu'on va créer, en fait, de cet accès unifié qu'on va créer en Commons. Et puis, j'ai mis une dernière question. Quel format intégrer dans une publication? Ben ça, par exemple, ça sera l'élément 3 qui va décider enfin, qui va dire, ben, il y a des besoins d'intégrer, je prends un exemple d'objet 3D, mais il y a aussi d'autres données, hein, des vidéos, il y a aussi des choses un peu plus exotiques aujourd'hui, comme des données qui viennent de l'IDAR, par exemple. Est-ce qu'on intègre ça dans une publication? On verra. Et l'élément 2 va nous dire, bah, si vous voulez intégrer ça, il faut utiliser tel standard. Et après, la mise en œuvre des visualiseurs et l'identification des visualiseurs, ce sera l'élément. Donc voilà comment est-ce que nous, on voit la manière de fonctionner dans Commons, hein, où on fait fonctionner tous ces éléments ensemble et chacun a son rôle pour identifier les différents besoins. Voilà, nous avons terminé. Si Sandra, tu veux rajouter quelques points, n'hésite pas. Des choses que j'aurais oubliées. Non, je voulais juste préciser sur l'élément 4 quand même, parce que ça me semble important, si tu peux revenir juste avant.
Donc, il y a effectivement la dimension à la fois observatoire des usages et formation des utilisateurs. Il y aura aussi tout un travail qui est prévu sur l'ergonomie des interfaces, enfin faire un travail aussi pour que ce parcours soit fluide aussi à l'usage, qu'on n'ait pas ces espèces de chaos parce qu'on passe d'un environnement à un autre. Voilà, c'était la partie au tout début de la présentation et puis dans le projet lui-même, on parle bien de quelque chose qui serait un environnement unifié, seamless, sans couture, de manière très concrète. C'est ça aussi, faciliter la vie, c'est se dire on a des choses qui sont complexes à traiter et que ce soit pour le lectorat ou pour les personnes qui vont utiliser les outils pour produire des publications, pour déposer des données, il faut aussi que ce parcours, voilà, on veille à ne pas compliquer la vie des gens et la nôtre. Sinon, on ne travaille pas tout seul dans notre coin. Hein. C'est pas uniquement Open Edition, Meetup et Manum. On travaille aussi avec HAL, évidemment. Et les processus qui seront mis en œuvre pour lier, par exemple, HAL et Recherche DataGouv, évidemment, on échange pour utiliser des solutions techniques communes et qui soient compatibles. Parce que si on ne va pas développer des choses spécifiques pour les sciences humaines et sociales, il n'y a pas de raison. Donc, on s'adapte. Enfin, on s'adapte. On discute tous ensemble régulièrement pour avoir des solutions qui soient pas purement techniques. Hein. Vous avez vu qu'il y a plein de décisions à prendre qui sont éditoriales, qui sont parfois politiques. Et donc, il y a tout cet aspect-là, tout ce continuum d'échanges qu'on a avec Alliance, mais aussi avec d'autres équipes. Merci. Du coup, si vous avez terminé, il nous reste 10 minutes pour les questions. Alors, on a une première question de Pierre-Yves Laborde. Donc, pour les liens à des jeux de données dans un article, il faut effectivement... Ah, c'est une question. Bon, je la lis et puis on voit. Il faut effectivement que le jeu soit cité à l'époque, mais un bouton pourrait permettre d'accéder facilement au jeu de données le plus actuel. Oui, c'est une décision à prendre. Alors là, il y a la décision pratique, hein. Et après, il y a la décision technique qui va, toute la chaîne qui va aller ensuite, parce qu'il va falloir que nous, dans ce cas-là, on modifie le lien de la publication au niveau des infrastructures, au niveau de la publication et au niveau après de la publication elle-même, à l'intérieur des métadonnées de publication. Donc il y a toute une chaîne à définir. Et effectivement, ce sont des choses dont on a parlé à Sandra, c'est comment gérer effectivement le versionnage. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est forcément simple, mais il faut qu'on prenne en compte. Et proposer des solutions qui soient agréables pour les utilisateurs à utiliser, parce qu'évidemment, si on complique les choses. Et du coup, par rapport aux utilisateurs, comment vous faites? Vous avez un panel Alors oui, d'utilisateurs? on a quand même déjà interrogé pas mal de gens. Alors côté Open Edition, hein, Sandra, vous avez regardé, vous, de votre côté, ce qui se faisait. Et côté Humanum, on a tous les liens avec nos communautés, nos consortiums. En particulier, on vise nos consortiums, c'est la première étape. Et ensuite, il y a tous nos liens avec les NSH, en fait, D'accord. qui sont prévus dans le panel d'utilisateurs, dans les utilisateurs identifiés de Commons. Côté Open Edition, pour l'instant, on l'a fait en partant justement de nos états des lieux, en identifiant quelques pratiques. Là, c'est un travail qu'il va falloir qu'on structure davantage. Je pense qu'il faut qu'on se rapproche effectivement de communautés, soit de pratiques, soit de communautés disciplinaires, pour pouvoir faire des ateliers en fait. Des ateliers, travailler ensemble de manière un peu régulière, se donner un calendrier. On voit qu'il y a des initiatives qui naissent aussi, comme ce journal autour des data papers, hein, qui est porté par la MSH Lorraine. Donc, évidemment, on prend en compte aussi l'évolution des besoins et des pratiques. Parce que sur 8 ans, je pense qu'on va voir quand même des choses qui changent beaucoup. Et moi, j'avais une question très terre à terre. C'était au début, Nicolas, vous disiez que dans l'équipe EC, les tutelles s'engageaient à pérenniser certains postes et
quel genre de poste il s'agit? Ah bah, de tous les niveaux, hein. Pour une anime, par exemple, je peux répondre. Pour une édition, Sandra, je te laisserai répondre. Et pour une anime, par exemple, on a besoin de développeurs, denrées très rares sur le marché aujourd'hui. Et donc, le CNRS s'est engagé à pérenniser. Alors, aujourd'hui, ils sont en contrat. Et le CNRS s'est engagé à pérenniser quelques postes de développeurs ou au niveau de l'infrastructure elle-même. Et on a un poste aussi de data steward, entre guillemets, qui sera pérennisé. Donc on a c'est pour dire en fait que les tutelles n'abandonnent pas le projet une fois qu'il est plus financé, c'est qu'ils donnent les moyens de fonctionner. Moi, j'ai une petite question sur cette question des data papers. Parce qu'il y a des disciplines où on voit que c'est pas encore bien installé. C'est clair. Ça voit même ça n'existe pas et les chercheurs, on sent qu'ils ont une aspiration vers ça parce ils sont mobilisés là-dessus, mais en même temps, ils savent pas trop vers quelle revue aller parce que toutes les revues n'accueillent pas ce type de. Par exemple, en histoire de l'art, c'est compliqué d'envisager un data papers. Je sais pas quelle revue l'accueillerait et comment elle serait modérée. Enfin, ça, c'est une vraie question. Et je me dis, est-ce que vous envisagez que le développement de tous ces outils, ça suscitera finalement un nouveau, quelque chose de nouveau pour les chercheurs dans ces disciplines ou... Parce que comme ça n'existe pas, mais ils sont quand même poussés à ça, enfin, ça va être un mouvement finalement du haut vers le bas, du bas vers le haut, enfin, c'est un peu... Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir mettre toute l'infrastructure, tout le sous-bassement pour pouvoir le faire. Et on voit que oui, effectivement, on a quand même bien cherché, là, Sandra. Tu as trouvé seulement une revue vraiment qui fait des data papers, de vrais data papers. C'est la revue en géographie qui a été mentionnée. Les autres, on connaît peu. Euh, il y avait eu, il y avait eu un essai au niveau même au niveau des éditeurs privés, enfin, les éditeurs privés, les publishers, c'est ça. Ça n'a pas pris non plus. Donc effectivement, il n'y a pas grand-chose qui existe. Il y a un journal Open Data Humanities qui existe Oui. Au niveau anglais, où ils ont quelques data papers, des vrais. On les connaît bien, hein, on échange avec eux aussi. Et oui, on pense que ça va susciter, soit ça suscite, soit soit l'organe crée le besoin, ou l'inverse, on verra. Et on pense quand même que les data papers, ça va être une obligation à un moment donné pour certains chercheurs. Sous quelle forme, on ne sait pas encore. On avait encore une autre question de notre collègue. Je voulais peut-être juste compléter rapidement sur ce point, mais je vais faire rapidement. Oui, nous aussi, enfin, sur la question des postes pérennisés, pour nous, c'était vraiment important qu'il y ait cet engagement des tutelles et je confirme que ce n'est pas seulement sur des profils, même s'il y en a beaucoup, parce que ce sont des réels besoins pour qu'on construise ce qu'on a. Ce n'est pas que des profils informatiques. On a, voilà, des personnes qui vont être plus orientées sur l'édition structurée, sur voilà, les chargés des affaires juridiques. On a des postes mutualisés aussi entre nos infrastructures. Donc ça, c'était le premier point sur l'emploi. Et sur la question des data papers, oui, il n'y a pas que Cybergéo qui en fait, puisqu'effectivement, il y en avait aussi sur des revues d'archéologie, notamment préhistoire méditerranéenne. Mais et effectivement, la question qu'on a, et ça, on ne peut pas en préjuger, c'est de savoir s'il y a peu de data papers parce que les outils manquent ou si... voilà, ou si effectivement ça n'est pas forcément un besoin, ou en tout cas pas à l'identique pour les sciences humaines et sociales. Je voudrais juste signaler qu'on a beaucoup étudié le cas de Data in Brief, qui est donc la revue de Data Paper, mais que ce qu'on observe et qui a l'air de fonctionner le mieux pour les data papers à travers les disciplines, c'est d'avoir d'un côté des entrepôts de données, d'une autre des data journals qui vont permettre d'écrire, d'exposer en fait ces jeux de données qui sont dans des entrepôts, donc de les valoriser, mais qu'in fine, il y a bien un triptyque puisqu'il y aura éventuellement un article de recherche voilà, qui exploitera ces données et qui s'inscrira sur un autre temps. Mais en fait, dans les cas les plus aboutis,
j'ai pu observer qu'il y avait ce triptyque, des jeux de données dans un entrepôt, un data paper et un article de recherche associé avec des systèmes de liaison, donc cette fois-ci dans ce triptyque. Mais pour en revenir à Data in Brief, c'est donc un data journal interdisciplinaire, même eux, qui ont pourtant énormément de volume de production sur leur partie sciences humaines et sociales, et ils sont quand même bien équipés. Il y a peu de production de data paper en SHS. Voilà. Donc, on verra. Mais nous, on sera prêts parce qu'en fait, le data paper, pour nous, c'est un cas de liaison données-publication. Le principe, c'est ce qu'on a essayé de présenter, c'est effectivement de faire ce qu'il faut techniquement pour qu'ensuite, en fonction des besoins, on puisse produire ces formes qui seront nécessaires aux utilisateurs. Recherche DataGouv aujourd'hui vous propose, par exemple, quand vous mettez une donnée, de générer un data paper. C'est pas du tout abouti, hein. C'est un premier pas. Et quand on discute avec des autres équipes ex, donc j'ai déjà cité Gaia Data en sciences du climat, alors eux, ils ont une vision aussi enfin, ils remarquent que le data paper, tout le monde en parle, mais ils n'en ont pas beaucoup non plus. Et en revanche, ils prônent une vision qui serait d'aller du plan de gestion de données, qui soit les plans de gestion de données aujourd'hui peuvent être lus par des machines, hein. Il y a un nouveau format qui est en train de se mettre en place et qui permettent tout au long de la chaîne, comme ça, de poser des métadonnées, des informations au fur et à mesure du projet et qui aboutissent quasiment à la génération d'un data paper presque de manière automatisée. On n'en est pas là encore, hein. Et donc, on peut voir cette vision intégrée, effectivement, depuis le plan de gestion de données qui est vu chez nous souvent par un projet de recherche comme un obstacle administratif plutôt qu'un outil de dialogue et un outil qui quand même devrait être utile pour les projets, pour ceux qui se posent des questions, le rendre un peu plus peut-être attractif et de faire en sorte que ça les aide tout au long du projet avec des outils automatisés que nous, on implémenterait chez nous au fur et à mesure. On n'en est pas encore là, mais ça fait partie des usages qu'on a envisagés dans le futur. Et donc la dernière question avant de terminer très vite, c'était donc comment le projet Pervisome, donc qu'a évoqué Sandra, donc projet FNISO de l'INHA s'intégrerait dans Commons. Donc là, je ne sais pas du coup si c'est Sandra ou moi qui réponds ou vous. Sandra peut répondre. Voilà. Non, mais tu peux répondre aussi, peut-être, Juliette, parce que c'est intéressant justement que ça soit. J'ai pas voulu aborder, les résultats sont tout nouveaux, on n'a pas eu le temps d'échanger en plus sur comment on allait. Voilà, il faut que vous vous saisissiez du projet et puis vous nous solliciterez quand vous serez prêts. Mais on avait quand même échangé assez tôt sur les possibilités d'exploitation des visualiseurs 3IF. Du coup, nous, on a fait une veille. Alors, nous Open Edition, nous Metop, nous, à l'intérieur de l'élément 3 de Commons, on s'est quand même intéressé à ce qui se produisait avec le framework 3IF, mais aussi en matière de visualiseur. On a observé que ça produisait de bien belles choses. Dans des revues d'histoire de l'art, par exemple, on a quelques exemples extérieurs à nos plateformes. On a vu aussi, il y a un catalogue raisonné, là, Van Dyck, du Louvre, qui est paru à l'été, je crois, l'été dernier. Donc, on fait cette veille depuis un moment et puis effectivement, on a été sollicité, en particulier Metop et Open Edition, pour soutenir le projet Pervisum. Et pour nous, c'est dans la conjonction de ces éléments, ça nous donne des moyens pour vraiment créer un espace de travail. Je parlais de la dimension partenariale, pour partir ensemble de ce que vous allez construire et voir, là, on a un use case, on va aller au-delà du use case puisqu'on va pouvoir
répondre vraiment concrètement aux besoins du projet. Et donc, pour nous, c'est la manière de construire une dimension de la réponse au traitement des images, par exemple, et à la notation des images et à la manipulation des images que ça rend possible. On est Common, ça, on l'a signalé plusieurs fois, c'est très centré autour des usagers, hein. C'est pas un équipement. On a eu du mal d'ailleurs à expliquer bien ça quand on a créé, enfin, quand on a écrit le projet. C'est pas un équipement purement technique, c'est vraiment un équipement aussi centré autour des communautés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce fameux élément 4 qui est assez important, où on a mis une grosse part sur la formation, sur cet observatoire, etc. Mais, mais par exemple, si on parle de 3IF, pour les évolutions futures, hein, comme les questions qui ont été posées, la 3IF aujourd'hui, c'est faire autre chose que des images, c'est manipuler du son. Mm. Alors, il y a peu d'usage dans une publication aujourd'hui, mais ça va forcément arriver. Et on voit bien que le consortium Corby, par exemple, nous demande de citer des parties d'un enregistrement. Donc, ils réfléchissent à la manière dont on pourrait le faire. Un peu comme dans 3IF, on peut citer la partie d'une image. Donc, on voit qu'il va y avoir de nouvelles façons de manipuler les données et de les montrer. Donc, on Oui. verra comment nous, on arrive à donner les outils pour pouvoir le faire. Et sachant que dans le projet, en tout cas Perviso, troisième, c'est une technologie, mais que le projet, en fait, il est centré sur l'expérimentation de l'écriture d'articles scientifiques via l'image. Et donc, on se base, donc on prend la question plutôt dans l'autre sens. Oui, Mais du coup, bien entendu, on a besoin de tous les environnements qui sont présents au sein de Commons pour pouvoir mettre ça en œuvre au cours du projet. Donc voilà, pour moi, l'intégration, elle est, c'est peut-être pas satisfaisant, mais évident dans le sens où de toute manière, c'est l'écosystème dans lequel ça évolue, enfin, on évolue, et même aussi pour des questions de pérennité et puis d'appropriation par les communautés. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous aviez des éléments à rajouter. on a beaucoup parlé. En tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui. Et pour les personnes qui seraient encore en ligne, donc je vous rappelle que la prochaine séance aura lieu le 8 janvier, donc à 13h30, et nous accueillerons Nicolas Gauquet qui parlera de la revue Galia et on continuera sur la même thématique, revue citée sur le lien publication et données. Voilà. Bah, merci beaucoup à toutes et bonne fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.